Bonjour chers élèves, donc on est toujours en train de traiter la quatrième et la dernière partie du programme d'économie et organisation administrative des entreprises, nommé la qualité totale. Aujourd'hui on va essayer d'aborder le deuxième chapitre de cette partie intitulé Mise en place de la démarche qualité totale. Ce chapitre se situe directement après celui de la conception de la qualité, dans lequel on avait défini la qualité, et avant celui de l'amélioration des actions de la qualité des services. Faisons d'abord un petit rappel. D'abord, on avait vu la notion de qualité. Celle-ci peut être définie comme étant le degré de satisfaction des besoins des utilisateurs ou la capacité d'un produit à satisfaire les besoins des utilisateurs. Ces besoins sont d'abord de trois niveaux. Donc, besoin en termes de performance, ça veut dire que le produit doit répondre exactement aux besoins du consommateur. Deuxièmement, en termes de coût, donc le consommateur il doit percevoir cette qualité en comparaison avec le prix qu'il va payer. Et troisièmement, en matière de délai. Donc, il ne doit pas y avoir de retard dans les relations avec les clients. Dans la deuxième partie, on avait vu les trois enjeux de la qualité. D'abord, les enjeux économiques relatifs à l'amélioration continue de la rentabilité. Deuxièmement, les enjeux commerciaux. Donc, c'est l'amélioration de l'image, c'est l'amélioration aussi de la compétitivité de l'entreprise. Et troisièmement, les enjeux sociaux relatifs à la motivation du personnel. Dans la troisième partie, on avait comparé entre les deux qualités. La qualité interne d'abord, relative à l'amélioration plutôt du fonctionnement de l'entreprise. Et deuxièmement, la qualité externe qui concerne le degré de satisfaction des clients. Aujourd'hui, le premier objectif serait de voir quelles sont les conditions permettant à une entreprise d'améliorer la qualité. Et deuxièmement, donc, essayer d'évaluer donc, le coût de la qualité et celui aussi de la non-qualité. Donc, dans la première partie, on va s'intéresser d'abord à la démarche de la qualité totale. Donc, on va essayer de définir cette démarche. Ensuite, on va essayer de voir quelles sont les règles pour atteindre la qualité totale. Troisièmement, on va voir quels sont les différents coûts relatifs à la qualité totale. Et finalement, quels sont les risques qui sont liés à la non-qualité ou non-respect de la qualité. Donc cette notion de qualité totale, on l'avait définie dans la séance dernière comme étant une démarche qui a pour objectif la mobilisation de toute l'entreprise, ça veut dire du personnel, de la direction, de tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise pour parvenir à satisfaire le client ou pour parvenir à ce qu'on appelle une qualité totale. Donc cette notion de démarche veut dire donc un ensemble d'actions qui sont menées par l'entreprise et qui visent trois éléments. Donc il vise la satisfaction d'abord du client. Donc le client, c'est le centre d'intérêt de l'entreprise. Donc on cherche à satisfaire ses besoins. Deuxièmement, on cherche à satisfaire le personnel parce que bien sûr, c'est un élément principal dans l'amélioration de la qualité totale. Donc on doit essayer de le motiver, de satisfaire ses besoins. Et finalement, la satisfaction des besoins de l'entreprise elle-même, et qui sont bien sûr des besoins économiques et qui concernent généralement la rentabilité et les bénéfices de celle-ci. Donc cette démarche de qualité totale, appelée aussi en anglais, donc appelée aussi management de la qualité totale, ou aussi en anglais donc Total Quality Management, c'est une démarche qui était bien sûr qui avait apparu au Japon, donc au milieu du 19e siècle, dans l'usine de Toyota. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle donc le mouvement du toyotisme. Ce sont des auteurs bien sûr qui ont inventé pour la première fois cette notion de qualité totale, à l'aide bien sûr d'un ingénieur appelé Taishi Ohno. Donc Taishi Ohno avait bien sûr prouvé que la qualité, ou avait démontré que la qualité n'est pas à percevoir tout simplement dans la satisfaction du client. La qualité bien sûr doit accompagner l'entreprise depuis le début de son activité jusqu'à la fin, depuis aussi le début du processus de production jusqu'à la fin de ce processus. Ça veut dire qu'il doit commencer avec d'abord la conception du produit. Dans cette conception, l'entreprise doit donc respecter, donc il doit chercher à éliminer les causes des erreurs, à réduire bien sûr les risques d'erreur dès le départ. Ensuite, au niveau de la production, l'entreprise doit chercher à réduire les défauts, à essayer donc aussi d'améliorer la qualité de sa production. Dans la relation avec le client, à travers l'opération de vente, et aussi
même après la vente avec le service après-vente. Cette amélioration de la qualité, bien sûr, doit être accompagnée tout le long du processus par un suivi qui concerne la production et aussi un contrôle au niveau de la fin de chaque étape. Donc, cette idée, bien sûr, du toyotisme a fait la différence entre l'ancienne conception, bien sûr, de la qualité, qui était relative à la conformité des produits, et on a commencé à parler donc d'une nouvelle conception de la qualité de travail. Cette nouvelle conception, bien sûr, est résumée dans 5 zéros qu'on va appeler donc les 5 zéros olympiques. D'abord, le premier zéro, c'est celui des défauts. Donc l'entreprise doit chercher à minimiser au maximum les défauts. Les défauts d'abord au niveau de la conception, au niveau de la production, etc. La deuxième partie doit concerner les pannes. Donc chaque panne, bien sûr, coûte à l'entreprise un ensemble de dépenses. Il faudrait donc réduire le nombre de pannes en maintenant les machines et le matériel de l'entreprise et donc en faisant une approche préventive. Troisième zéro, celui des délais. L'entreprise, bien sûr, doit réduire l'ensemble des délais, que ce soit les délais de livraison au client ou les délais qui existent entre les étapes de production. Quatrième élément à réduire ou à minimiser, c'est celui des stocks. Donc par zéro stock, on ne veut pas dire que l'entreprise va supprimer totalement les stocks, mais tout simplement que l'entreprise doit réduire au maximum ses stocks. Il ne doit laisser que le stock nécessaire. Et finalement, le zéro papier. Bien sûr, par papier, on ne veut pas dire l'utilisation du papier, mais on veut dire bien sûr les procédures administratives. Donc pour passer l'information ou pour communiquer entre les différents services, donc on doit réduire l'utilisation du papier et on doit bien sûr essayer de créer une sorte de rapidité dans la communication et dans le passage entre les différents services. Donc ces 5 zéros nous permettent de souligner d'abord, ou de permettre d'abord de réduire les coûts. Donc, puisque les 5 éléments, bien sûr, ici, ce sont des éléments qui génèrent des dépenses excessives à l'entreprise, que ce soit le papier, les pannes, les défauts, ou aussi pour les deux autres, les délais et les stocks. Donc, en minimisant ces 5 éléments, l'entreprise va essayer de réduire ses coûts de production. Et aussi, ils vont contribuer à une amélioration continue de la qualité. Cette amélioration, bien sûr, continue. Pour qu'elle soit continue, elle doit respecter un certain nombre de règles, qu'on va appeler donc les règles de la qualité. Ces règles sont au nombre de 10. Donc bien sûr, les règles apparaissent bien sûr nombreuses, mais on va essayer de les expliquer une par une. D'abord, le processus commence par connaître les besoins du client. Il faudrait donc être à l'écoute du client, savoir de quoi il a besoin et essayer ensuite de satisfaire ses désirs. La deuxième étape, c'est celle de la recherche et l'élimination des erreurs. L'entreprise ne doit pas attendre, bien sûr, le début de la production pour commencer à éliminer les erreurs, mais elle doit les éliminer dès la conception. La troisième étape, dans laquelle l'entreprise essaie de définir les étapes de production. Donc, c'est l'étape de la planification qui détermine l'ensemble du processus. Donc, il doit déterminer de manière précise quelles sont les étapes et doit donc pouvoir réduire donc, les délais d'abord et pouvoir réduire les risques d'erreur. La quatrième, c'est celle de la recherche des moyens matériels. Par moyens matériels, on veut dire d'abord les matières premières qui seront utilisées. On veut dire aussi le matériel qui sera utilisé dans la production. Cinquièmement, l'entreprise doit essayer de produire au moindre coût, puisqu'il a déjà des préventions relatives au coût de production. Il a déjà défini de manière exacte les étapes de production. Donc, il doit essayer de respecter d'abord les exigences et ensuite de réduire les coûts de production. L'étape suivante, c'est celle de la réalisation d'un ou plusieurs essais. Donc, avant de pouvoir débuter la production, avant de produire en masse, il faudrait d'abord essayer le produit. Donc, on produit une, deux ou quelques unités, un nombre qui est réduit pour pouvoir essayer, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de défaut ou est-ce que le produit est conforme aux exigences. L'étape suivante, c'est celui du respect des délais attendus. Bien sûr, c'est une étape qui a une relation avec les étapes précédentes. Donc, dans les processus de production et aussi dans l'achat des matières premières et dans la livraison des produits aux clients, l'entreprise ne doit pas faire de retard.
Ensuite, donc, on va essayer de comparer les produits avec les exigences. Donc, puisqu'on a fait le départ, bien sûr, des besoins du client, le produit, bien sûr, qui est fabriqué doit être conforme à ses besoins. On doit donc faire une comparaison entre prévision et réalisation. La dernière étape, c'est celle de correction des erreurs. Cette comparaison nous permet de détecter quelles sont les erreurs qui peuvent exister, quelles sont donc les différences qui existent entre la prévision d'abord et la réalisation. La dernière étape nous fait revenir au point de départ. Donc, il s'agit donc de détecter les nouveaux besoins du client. Donc, puisque les besoins des clients changent et le client aussi essaie d'améliorer sans cesse son niveau de satisfaction et aussi ses besoins. Donc, on doit revenir au point de départ donc, pour déclencher un nouveau processus. Donc, ce sont les 10 règles, comme certains préfèrent les appeler, les 10 commandements de la qualité. Ces 10 commandements, bien sûr, ont été résumés ensuite dans ce qu'on appelle l'amélioration continue de la qualité, par un auteur qui s'appelle donc Deming et qui a travaillé pendant longtemps sur cette amélioration de la qualité, en inventant ce qu'il appelle une roue. Donc, il est appelé la roue de Deming. C'est la roue de l'amélioration continue de la qualité. Comme vous le voyez, cette roue se compose de 4 étapes qui résument les 10 règles de la qualité. La première étape, celle de la planification. Celle-ci permet à l'entreprise de détecter d'abord les besoins et de faire la conception du travail, donc pour prévoir tous les risques d'erreur et aussi les délais, les coûts, etc. La deuxième étape est celle de l'exécution. L'entreprise donc doit passer à l'acte, donc essayer de réaliser, de commencer à produire le produit. La troisième, c'est celle de la vérification. Dans cette étape, on essaie de comparer ce qu'on a planifié avec ce qu'on a fait. On essaie de comparer la conception avec l'exécution. Et donc, l'étape suivante sera celle de la correction des erreurs. On l'a appelé donc agir. Ça veut dire qu'on va essayer de corriger les erreurs effectuées lors de la production. Donc, comme vous le voyez, ces 4 étapes sont représentées sous forme d'une roue qui, bien sûr, augmente de manière continue. Et donc, pour ne pas revenir en arrière, l'auteur, bien sûr, a représenté une sorte de cale. Donc, la cale ici est représentée par l'expérience de l'entreprise. Dans chaque amélioration, il doit essayer de conserver le niveau atteint. Bien sûr, la qualité génère des coûts. Pour améliorer la qualité, on a besoin, bien sûr, d'impliquer le personnel, on a besoin de matériel, on a besoin d'un ensemble d'éléments. Ces éléments génèrent des coûts. Ces coûts, on va les diviser en 3 catégories. D'abord, des coûts qui sont relatifs à la prévention. Donc, des coûts qui sont, bien sûr, qui permettent à l'entreprise de prévoir les défauts de fabrication, donc d'améliorer la qualité dès le départ. Ces coûts concernent d'abord la formation du personnel. Donc, pour avoir des produits de qualité, on doit avoir un personnel bien formé. Donc, l'entreprise doit donc dépenser de l'argent dans des formations et des améliorations continues. Deuxièmement, la recherche de l'information. Donc, on avait dit dans les règles de la qualité que la première étape était celle de détection des besoins du consommateur. Pour pouvoir détecter ces besoins, on a besoin de faire de manière continue des recherches, des enquêtes, distribuer des questionnaires sur le client pour savoir quels sont leurs besoins. Donc, c'est ce qui entre dans la partie de la recherche de l'information. Troisièmement, on a besoin bien sûr d'un matériel puissant et on a besoin aussi d'un matériel qui est bien entretenu. Donc on ne doit pas attendre, comme on avait dit, on ne doit pas attendre la panne. Il faudrait donc maintenir le matériel au départ. Et finalement, des coûts qui sont relatifs à la gestion de la qualité. Tous ces éléments, bien sûr, supposent une administration capable de gérer, qui suppose l'existence de logiciels, suppose l'existence aussi de personnes d'encadrement. Ces personnes, bien sûr, génèrent des coûts supplémentaires. Dans la deuxième partie des coûts, on va s'intéresser aux coûts de contrôle de la qualité. Donc, on avait dit dans la démarche de la qualité totale que une des étapes les plus importantes, c'est celle du contrôle pour essayer de détecter les défauts et pour essayer aussi de comparer la prévention, ou de comparer plutôt la conception avec l'exécution. Ces coûts concerne premièrement la rémunération du personnel, le personnel bien sûr qui va s'occuper du contrôle. Et deuxièmement, l'acquisition donc du moyen et du matériel nécessaire pour le contrôle.
Donc ça dépend bien sûr de l'activité de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont besoin de faire des échantillons, des entreprises qui ont besoin parfois de faire des expériences en laboratoire, etc. Donc on a besoin d'un ensemble de matériel pour pouvoir contrôler. Et troisièmement, l'entreprise dans sa recherche de l'amélioration de la qualité va essayer de faire des comparaisons avec les concurrents directs. Et ces comparaisons nécessitent bien sûr des coûts supplémentaires. Donc des études de satisfaction par exemple des clients, des comparaisons bien sûr avec les produits concurrents, etc. La troisième catégorie de coûts, c'est celle de la surqualité. La recherche parfois de la qualité peut devenir une obsession pour l'entreprise. Donc la recherche de la qualité amène l'entreprise à acheter donc de la matière première de la qualité la plus élevée et donc à dépenser de l'argent supplémentaire. Ça amène aussi à faire des contrôles excessifs. Donc à chaque fois donc, il doit répéter les contrôles pour essayer d'éviter les erreurs, ce qui amène donc des coûts et des charges supplémentaires. D'abord en matière de personnel et ensuite en matière de composantes. Donc les matières premières, les emballages, les moyens utilisés en général. L'entreprise donc dépense de l'argent dans ses moyens, dépense trop d'argent dans ses moyens donc pour essayer de rechercher la qualité. Donc là on a vu que la qualité bien sûr génère un ensemble de coûts, un ensemble de charges. Mais ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas rechercher la qualité parce que la non-qualité, il a aussi des charges, ou ce qu'on va appeler donc des risques qui sont liés à la non-qualité. Ces risques se divisent en deux catégories. D'abord, au niveau interne. La non-qualité, bien sûr, donc, suppose l'existence donc, de défauts de fabrication, va créer des frais supplémentaires, va engendrer donc des charges supplémentaires. Ces frais sont relatifs d'abord au retour de produits. Donc le nombre de personnes, le nombre de clients qui sont insatisfaits donc, va augmenter. Ces clients vont essayer de retourner le produit ou le marchandise acheté à l'entreprise. Donc ce qui va générer d'abord des frais de transport, aussi d'autres frais. Deuxièmement, des frais relatifs à la justice, parce que l'entreprise risque parfois de tomber dans des problèmes judiciaires et donc il doit payer des avocats, il doit payer des frais supplémentaires pour, bien sûr, pour répondre à ce problème. Troisièmement, question d'indemnisation. Donc l'entreprise, lorsqu'un client donc, va retourner la marchandise ou lorsqu'il est amené bien sûr dans un procès judiciaire, il doit devoir parfois rembourser la valeur du produit ou essayer d'indemniser le client. Et finalement, deuxièmement, donc, des coûts qui sont liés à la non-qualité, mais au niveau cette fois externe. Ces coûts concernent premièrement les réclamations des clients. Donc, lorsque le client est insatisfait, donc, il va commencer à réclamer. On a besoin donc de personnes qui vont recevoir ces réclamations. Et on a besoin aussi de faire des corrections, ce qui va engendrer un ensemble de coûts. Deuxièmement, la détérioration de l'image. L'entreprise, lorsqu'il va recevoir bien sûr un ensemble d'appels, lorsque le client découvre que les produits sont de mauvaise qualité, ça va commencer à diminuer, à réduire donc l'image de l'entreprise sur le marché. Troisièmement, donc, la réduction donc, l'augmentation du niveau d'insatisfaction des clients va se traduire directement par une diminution des ventes et donc une diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc avant de terminer ou de clôturer la séance, on va essayer d'abord de faire un petit résumé. Donc dans cette partie, on avait vu d'abord la notion de démarche qualité totale, qui veut dire l'ensemble des actions qui sont menées par l'entreprise pour améliorer la qualité. Cette amélioration de la qualité suppose l'existence d'un ensemble de règles. Ces règles, on les a résumées bien sûr en quatre éléments qui représentent ce qu'on appelle la roue de Deming. Donc il faudrait d'abord détecter les besoins des clients. Il faudrait donc ensuite répondre aux besoins des clients, ou de produire plutôt. La troisième étape, c'est la comparaison entre besoins et production. Et finalement, donc, on va essayer de corriger les erreurs qui sont réalisées. Dans la troisième partie, on s'est intéressé au coût relatif à la production, le coût relatif à la qualité totale, que se divise en plusieurs catégories, des coûts en rapport avec le personnel, des coûts en rapport bien sûr avec le contrôle et des coûts en rapport avec la surqualité. L'existence ou la non-existence de la qualité suppose aussi l'existence des risques qui sont liés à cette situation.
Ces risques sont de deux sortes. Des risques au niveau interne qui concernent l'ensemble des charges générées par la non-qualité et aussi des risques au niveau externe qui concernent la dégradation de l'image de marque et l'augmentation du nombre de réclamations des clients. Donc, la séquence prochaine sera consacrée à l'amélioration de la qualité des services. Ce sera le chapitre numéro 3. En attendant, donc, merci pour votre attention.